18h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Il y a une nouvelle exposition qui s'en vient à Ottawa, que je voulais vous en parler hier, mais j'ai manqué de temps, alors j'en prends avantage aujourd'hui. C'est une nouvelle exposition nationale d'art botanique au Musée canadien de la nature. On présente des plantes indigènes du Canada dans toute leur beauté et leur délicatesse. Ça s'appelle l'Or de Flore. L'Or de Flore, qui comprend 48 peintures et dessins signés par des artistes canadiens contemporains, fait partie d'une collaboration internationale avec The American Society of Botanical Artists. Alors, à l'affiche, pendant 5 mois, alors jusqu'au mois d'octobre, le 14 octobre 2018, l'Or de Flore s'ajoute aux expositions qui ouvriront ce mois-ci dans 5 villes canadiennes et dans 24 pays du monde. Alors, les œuvres de l'Or de Flore sont exposées par région géographique du pays. Elles sont réalisées à la main à l'aide de techniques traditionnelles, donc dessin, peinture, gravure, qui ont fait leurs preuves. Hein, ce sont des matières qu'on connaît très bien. Les œuvres représentent les divers stades de la vie végétale, de la pousse à la plante fanée, et comprend des arbres, des arbustes, des lichens, des champignons et des fleurs sauvages, ainsi que des espèces en péril au Canada, comme le magnolia acuminé ou l'oponce de l'Est. Des plantes que je ne connais pas, j'avoue. 6 œuvres représentent des orchidées. Chaque œuvre s'accompagne d'une carte de répartition ainsi que du nom scientifique et du nom vernaculaire de la plante représentée. Alors, plusieurs activités accompagneront cette exposition. Alors, ça se passe tout au long, jusqu'au mois d'octobre. Alors, il y a des visites guidées mensuelles pour le public. Alors, ça se passe les mercredis. 30 mai, 13 juin, 11 juillet, 8 août, 12 septembre. Les dates sont toutes sur le site web nature.ca. Il y a des causeries et des visites pour les aînés. Alors, ça, c'est au mois d'août, au mois de septembre et au mois d'octobre. Il y a des ateliers de dessin pour les aînés. Alors, 27 juin, 25 juillet, 29 août, 26 septembre. Et une causerie sur le thème de l'art botanique qui se tiendra également le 4 octobre. Alors, pour plus d'informations, il faut aller à nature.ca, qui est le site web du Musée de la nature, et puis vous allez pouvoir voir les dates de chacune de ces activités-là. La visite de l'Or de Flore est comprise dans les droits d'entrée au musée. Alors, le Musée canadien de la nature est situé au 240 rue McLeod à Ottawa. Nature.ca vous dira l'horaire, comment se rendre, où est le stationnement, toutes les informations. On peut aussi les retrouver sur Twitter, à Musée de la nature, Instagram, Musée de la nature, et Facebook, Musée canadien de la nature. Alors, plein de places à les rejoindre et à s'informer au sujet de cette nouvelle exposition de fleurs. Maintenant, les musées, il y a plein de choses qui se passent avec les musées. C'est la saison, hein, le printemps, au mois de mai, souvent, les musées qui fermaient l'hiver rouvrent leurs portes. Alors, on peut découvrir à quoi ressemblait la vie des familles dans les années 1920 et 1930 et des activités récurrentes toujours appréciées comme les promenades en chariot et la visite de la scierie. Et tout ça, ça se passe au musée village du patrimoine de Cumberland. Obtenez un avant-goût de notre programme, en balade d'activités estivales, dont des démonstrations culinaires et des jeux sur les pelouses au lieu historique de Penny's Point. Ils sont heureux aussi de lancer leur toute nouvelle série d'activités à la maison historique Fairfields. Alors, des artisans au musée, faites usage de vos talents créatifs et plongez dans l'ambiance historique de la maison de ferme de style néo-gothique du musée construite au 19e siècle. Alors, ce mois-ci, vous pouvez apprendre à fabriquer des bombes pour le bain avec leur atelier de relaxation. Alors, ça se passe le mois de mai puisque c'est la fête des mères. On a décidé de faire ça comme ça. En juin, le terrain et les jardins pittoresques vous inspireront lors de leur atelier d'aquarelle en plein air. Et puis, il faut faire l'inscription obligatoire pour ça, pour qu'ils puissent savoir à combien de gens ils seront. Au printemps, il y a toutes sortes d'autres choses à explorer pour le patrimoine d'Ottawa. Les cyclistes de tous les niveaux sont invités à porter leur vélo au lieu historique national du domaine Billings et à lui faire une mise en point pour la saison dans le cadre d'un atelier animé par Vélofix. D'ailleurs, c'est Vélofix qui a réparé mon vélo cette année. Ils ont fait
Un super travail. Visitez leur toute nouvelle exposition, Ville en mouvement. Ça, c'est au domaine Billings. Et jetez un coup d'œil à l'un des artefacts les plus exceptionnels. Une bicyclette de bois vieille d'à peu près 120 ans. Génial. Alors, vous repartirez avec des renseignements pour une visite autoguidée à vélo sur l'histoire locale, ainsi qu'une boîte repas. Encore une fois, l'inscription est obligatoire. Vous pouvez réserver pour ces personnes de 15 ans et plus. Alors, ça, c'est pour les musées de la région. Maintenant, aujourd'hui, plein de choses qui se passent à l'émission. Aurélie Marié, Yannick Labossière et Diego Elizondo, ils sont ici du Musée au Parc Vanier. On nous parle d'une nouvelle exposition temporaire et on nous parle aussi d'un colloque. On va tout décrire ça après la pause. Valérie Huard de Abode HT Staging, elle est ici. C'est le printemps, hein? Vous savez, c'est le temps de faire le grand ménage. Elle nous parle d'organisation. Alors, c'est le parfait moment. Et ensuite, Donnie Lima, c'est notre expert en technologie. La liste est ça de longue que j'ai reçu de choses qu'on va parler. Ça va être super intéressant. Alors, tout ça se passe aujourd'hui. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Certains sujets vous intéressent? Vous vous sentez concerné par votre communauté et par la communauté des aînés? Bien, écoutez Encore jeune. Nous sommes là pour vous. Encore jeune, dimanche, 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le musée au Parc Vanier, on en parle souvent ici. C'est un petit bijou dans le cœur d'Ottawa, à Vanier. Aujourd'hui, on va s'attarder au musée au Parc comme tel, mais aussi à l'inauguration d'une toute nouvelle exposition. Avec moi, Aurélie Marié et Yannick Labossière. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être qu'on peut commencer avec la nouvelle exposition temporaire. Bonne idée? Oui, c'est bon. OK. Alors, à quoi on peut s'attendre? Donc, c'est ça, nous, notre nouvelle exposition temporaire au Musée au Parc s'intitule La loi 104, donc 20 ans d'autonomie scolaire. C'est pour fêter, en fait, le titre le dit, c'est pour fêter le 20e anniversaire de la loi 104 qui donne la pleine gestion scolaire aux Franco-Ontariens en Ontario. Incroyable. Et déjà, ça fait déjà 20... On célèbre ça, ça fait 20 ans? Ça fait 20 ans. C'est ça. 20 ans de ça. Les écoles partout en fête aussi dans la région. Alors, à quoi on peut s'attendre quand on rentre au Musée au Parc? Qu'est-ce qu'on peut voir dans l'exposition? Bien, l'exposition débute tout d'abord avec un espèce de survol historique de la lutte pour la gestion scolaire en Ontario, donc depuis le règlement 17 jusqu'à la loi, là, 20 ans. Donc, c'est un parcours difficile, c'est un parcours qui est long. Puis ensuite, on décrit la loi plus en profondeur, donc ce que la loi est venue changer. La loi 104, qui est devenue la loi de 1997, réduisant le nombre de conseils scolaires en Ontario. Donc, la loi, elle vient faire principalement trois choses. Donc, elle vient réduire, comme son nom l'indique, elle vient réduire le nombre de conseils scolaires en Ontario. Donc, on passe de 129 conseils scolaires à 66, dont 55 de langue anglaise et puis 11 de langue française. Puis, par la suite, on va en rajouter une 12e, donc des 12 conseils scolaires francophones, dont 4 publics et puis 8 catholiques. La loi vient aussi
enlevé la taxe foncière résidentielle, qui était de la manière, qui est un peu la même, qui est un peu encore là au Québec. Donc, c'est un peu la manière de financer les écoles. Donc, le financement des écoles devient directement de la province de l'Ontario. Et puis, il va y avoir aussi une espèce de comité de consultation et de surveillance qui va superviser tous les changements que cette loi-là emmène. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut voir cette exposition? Elle va être, le lancement, c'est demain soir. Demain. Alors, ça se passe de demain jusqu'à durant la fin de semaine, du 24 au 26? Donc, on commence demain soir, on inaugure demain soir en 5 à 7, un format 5 à 7 ouvert, gratuit à tout le monde, avec la présence des 3 conseils scolaires de langue française de la région. Puis après ça, c'est là pour au moins une année. Oui. OK. Parce qu'en plus de la mise en contexte là, de la lutte scolaire et puis de la loi en tant que telle, donc l'exposition présente les 3 conseils scolaires qui sont actifs dans notre région puis dans l'Est ontarien. Donc, le CECCE, qui est Là, je me mélange. Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Je les ai souvent comme invités. Le CEPO, qui est le Conseil des écoles publiques de l'Est ontarien. Et puis, le CSD-CEO, qui, eux, sont plus dans l'Ouest, dans l'Est, pardon. Donc, qui est le Conseil du district scolaire catholique de l'Est ontarien. OK. C'est ça. On les a eus. Alors, eux participent à cette exposition qui sera là encore pour plusieurs mois. Alors, les gens, s'ils visitent le musée, vont pouvoir voir et s'informer. En fait, c'est le grand débat. On s'est débattu, si on veut, on s'est battu pour avoir le contrôle de nos écoles, de notre langue, de tout ça. Alors, c'est intéressant qu'on met ça en valeur. Effectivement, oui. Bon, et puis, alors ça, c'est l'inauguration qui commence demain, qui se poursuit, mais il y a aussi une conférence, si on veut, qui s'en vient. Un grand colloque, en fait, avec beaucoup de conférences. Puis étant donné qu'on inaugure notre nouvelle exposition temporaire sur le thème de l'éducation puis de l'autonomie scolaire, on a le thème du colloque, c'est 150 ans d'éducation au Canada français. Donc, c'est pas mal relié quand même à notre nouvelle exposition. Puis donc, le colloque est présenté au Musée au Parc vendredi et samedi, donc vendredi 25, samedi 26, les prochains jours. Dans 2 dodos. C'est ça. Et puis donc là, on accueille plusieurs spécialistes du milieu éducatif, autant des anciens ministres de l'Éducation de différentes provinces au Canada. On a des gens de l'Université d'Ottawa, l'ancien archiviste, on a Diego Elizondo, que vous recevez tout à l'heure, justement, pour vous parler de sa conférence. On a différents, soit des enseignants, soit des gens qui ont travaillé dans le milieu éducatif, soit des gens qui ont travaillé avec les structures éducatives, qui ont traversé le Canada pour nous rejoindre, puis pour parler justement de différentes thématiques. Puis on va présenter 2 conférences en simultané les 2 jours. Donc les gens auront le choix de se promener entre différentes conférences. D'accord. Puis on aura une vraiment sur la thématique des conseils scolaires en Ontario. Ensuite, on a Marie Malavoie, l'ancienne ministre de l'Éducation au Québec de 2012 à 2014, qui va présenter un bloc sur le Québec. Le lendemain matin, dans la même salle, Gisèle Bourque, en fait, qui est co-directrice du Conseil scolaire de langue francophone de l'Alberta, qui va parler un petit peu de la réalité dans l'Ouest. Et ensuite, on a Loriot et Annette Roy, dans l'après-midi, qui viennent parler des réalités dans les maritimes. Et en parallèle, on a des spécialistes sur des questions qui sont reliées au thème de l'éducation, qui vont venir faire des présentations, justement. Alors, ça, c'est ouvert au public? C'est ouvert au public, c'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. On a voulu rendre ça gratuit pour que les curieux puissent venir contribuer. Puis en soirée, on offre un autre événement gratuit, toujours dans le cadre du colloque. Notre président d'honneur, c'est Donald Poliquin. Et il va offrir un spectacle gratuit dans la soirée vendredi au Musée au Parc, toujours dans le cadre du colloque. Puis c'est notre président d'honneur parce que justement c'est l'un des bâtisseurs du paysage musical francophone en Ontario. Puis il a beaucoup travaillé avec les écoles, il a donné beaucoup de spectacles, il a été très présent pour l'éducation justement, etc. Donc c'est notre président d'honneur, puis il nous offre l'opportunité de présenter un spectacle vendredi soir de 7h à 9h. Alors, ça se passe vendredi et samedi, et puis je peux voir que ça comprend le déjeuner. Alors, la journée commence avec un déjeuner. Exactement. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'on peut choisir dans quelle salle ça nous tente d'aller, quel colloque, si on veut participer. Est-ce que tu veux décrire un tout petit peu à quoi on peut s'attendre?
on a un petit peu, c'est pas nécessairement toujours le même modèle pour chaque conférence. Vendredi matin, par exemple, on a, comme je disais, il y a plusieurs conférences qui se passent en même temps, mais du point de vue conseil scolaire de langue francophone dans la région, ou en Ontario, ou en tout cas ici dans la région d'Ottawa, on a décidé de réunir tous les surintendants de chacun des conseils pour faire une grande présentation de à peu près 2h30, 3h, avec les différentes réalités. Puis il y a des élèves aussi des conseils qui vont participer avec des questions pour un petit peu animer le débat, etc. etc. Puis en parallèle, on a justement Michel Prévost ou Nicolas Landry qui font chacun une conférence d'1h30. Michel Prévost, tellement intéressant. Tu pourrais lui donner le micro pour 4-5 heures, facile. C'est ça. Il y a peut-être le prochain colloque, ça va être que Michel Prévost. Ça pourrait, facilement. J'irais tout de suite, sans même s'endormir. Il est extraordinaire, orateur extraordinaire, et tout est là-dedans avec lui. C'est extraordinaire que vous l'avez. Mais donc ça, on change un petit peu les formats. Puis pour terminer, on a voulu aussi faire quelque chose d'un petit peu innovant pour donner la parole à tout le monde. Parce que généralement, pendant un colloque ou des conférences, on vient s'asseoir et écouter, regarder. Sauf que là, on clôture notre colloque avec un atelier participatif animé par Denis Bertrand sur le concept d'une longue table. Donc on va installer une table au milieu de la salle avec des micros, une dizaine de places. Puis en fait, c'est un concept qui a été développé, je pense, aux États-Unis à la suite d'un film qui explorait justement cette façon d'échanger autour d'une table, comme si on était autour d'un repas en fait. Donc on invite les gens qui sont intéressés à s'asseoir à table pour discuter avec nous. Puis le thème, ça va être quel avenir pour l'éducation au Canada français, parce qu'on aura survolé les 150 dernières années. Et puis donc Denis va jouer un petit peu l'hôte de la table en lançant le débat, puis les gens qui sont autour de la table pourront apporter leur pierre à l'édifice un petit peu, puis dégager des sujets qui les intéressent. Et chaque personne qui veut intervenir viendra taper sur l'épaule de l'une des personnes autour de la table pour lui demander de lui céder sa place. Puis quelqu'un qui est ressorti peut revenir dans le débat plus tard aussi. Puis on a voulu ça, ce sera de 14h à 16h samedi. Puis on a voulu clôturer avec ça pour laisser la chance à tout le monde de participer. Maintenant, c'est gratuit, mais est-ce que vous souhaitez que les gens s'inscrivent à l'avance? Comme ça, vous savez quel est le nombre de gens qui risquent de se présenter? On offre les repas. Oui, il y a des repas. Oui, c'est compris. C'est 25$ pour la journée, petit déjeuner et dîner, disponible sur place. Donc ça, on demande aux gens de nous appeler directement au Muséoparc ou soit de passer par l'adresse courriel info@museoparc.ca ou sinon de nous appeler, le numéro de téléphone est disponible sur notre site Internet. Ça risque d'être tellement intéressant. C'est un peu une célébration, si on veut. Une session d'information, mais un tout petit peu, on peut dire qu'on va célébrer. On va célébrer l'éducation au Canada, en français. On est rendu là où on est aujourd'hui. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Alors, comme on l'a dit, les informations, muséoparc.ca. Muséoparc, vous savez, qui se trouve à Vanier. C'est un atelier, c'est un colloque, si on veut, gratuit, mais si ça vous tente d'aller déjeuner et de participer au dîner aussi, vous êtes mieux de réserver vos places. Comme ça, on s'assure qu'on a assez de nourriture pour tout le monde. Après la pause, on continue la discussion et un des conférenciers va nous parler un tout petit peu de ce qu'il va présenter lors de ce colloque. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de soleil où le bitume reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. En citant du Molière, et moi je me fais mon cinéma, j'improvise Jason. Un soir d'écume, quel massacre, une soir de trêve dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on avait parlé avec Amélie et au sujet d'un grand colloque qui s'en vient au Musée au Parc. Et puis là, un des conférenciers, qui est Diego Elizondo avec moi. Alors, durant ce colloque, toi, tu as une petite partie à jouer. Oui, moi, j'offre une conférence sur l'architecture et le patrimoine scolaire franco-ontarien. Wow! En particulier de l'Est de l'Ontario, là, Ottawa, Vanier, Orléans, surtout. Est-ce que tu fais un peu une historique de l'évolution de ça? À quoi on peut s'attendre? Oui, parce que moi, j'ai étudié en histoire, mais j'ai pas étudié en histoire de l'architecture. C'est une espèce de passion qui date depuis mon enfance. Puis là, j'ai l'occasion, avec ce colloque-là, de la partager. Alors, c'est une historique des tendances en patrimoine bâti, en architecture scolaire, parce qu'au cours des années, des décennies, en ce qui a trait avec les retombées économiques, sociales, politiques ou éducationnelles, la façon de construire des écoles va différencier d'une époque à l'autre. Alors, c'est très différent, par exemple, d'avoir une école à la fin du 19e siècle avec les écoles qu'on a aujourd'hui, par exemple, de construites. Particulièrement, moi, ce qui m'intéresse encore plus précisément, c'est toute l'architecture d'après la Deuxième Guerre mondiale. Cette espèce d'effervescence qu'il va y avoir, les 30 glorieuses, tout ça. Oui. Il y a beaucoup d'argent qui est investi en éducation. D'ailleurs, selon un rapport de l'OCDE, l'Ontario est l'État, le gouvernement dans le monde entier, qui, dans les années 60-70, dépense le plus en éducation, là, en immobilisation, en installation scolaire. Puis, si on participe à ta conférence, est-ce qu'il y aura des images, des photos? Est-ce qu'on peut voir les différences dans les écoles d'un certain temps jusqu'à aujourd'hui? Oui, absolument. Mais je veux déjà mettre les gens en garde que ça ne sera pas toutes les écoles que je vais avoir l'occasion de présenter. Ça serait intéressant. Ça serait beaucoup trop long. OK. Puis, il y a encore de la recherche qui reste à faire. C'est essayer de pas trouver un livre là-dessus. Je suis en train de le faire, mais il n'y en a pas d'autres qui existent. Vraiment? Il y a beaucoup de trous dans l'historiographie franco-ontarienne, puis malheureusement, l'éducation, l'architecture, c'est-à-dire de l'éducation, il n'y en a pas beaucoup. Puis ça, c'est vrai aussi, je pense, au Québec puis ailleurs. On parle beaucoup de l'architecture des églises, mais très peu, par exemple, de l'école. Et je pense qu'en tant qu'enfant de la loi qui donne la pleine gestion aux Franco-Ontariens, moi, je suis rentré à la maternelle en 97. Fait que 98, là, c'est l'année où ça a été rentré en place. Pour moi et pour les gens de ma génération, j'ai l'impression que le pôle d'attraction des Franco-Ontariens, ça a vraiment été l'école. Tout tourne autour de l'école. Alors, les bâtiments comme ça, ça a eu un très grand impact sur nous. Alors, je vais présenter effectivement les écoles, puis surtout les architectes franco-ontariens, encore moins connus. Ah oui, j'allais dire, parce que là, pour avoir des écoles, ça prend un architecte. Ça prend des architectes. Une compagnie. Oui. C'est du monde de chez nous. Bon, là, tu viens de le dire, parce que j'allais dire, est-ce qu'on est allé piger ailleurs ou est-ce qu'on a pris du monde de chez nous pour faire ça? Ça dépend. Puis même là, au cours des années, ça l'a changé avec le temps. Aujourd'hui, c'est surtout la loi du plus bas soumissionnaire. On va chercher celui qui va nous coûter le moins d'argent. C'est nous qui payons avec nos taxes de toute façon. Mais à l'époque, ça marchait surtout, disons, avant les années 80, 1980. C'était surtout par contact. Alors, c'est toute une petite gamme d'architectes franco-ontariens qui se connaissent tous entre eux, qui travaillent ensemble. Il y en a très peu d'architectes franco-ontariens à l'époque parce qu'il n'y a pas d'école d'architecture en français en Ontario. Alors, les gens doivent aller au Québec pour apprendre en français de l'architecture ou doivent s'assimiler puis apprendre en anglais. Alors, il y a quelques noms, par exemple, Roger Thibault, mon bon ami Roger Thibault, qui est un architecte qui, les gens ne le connaissent pas, mais connaissent beaucoup de son œuvre. Il vit encore, je suis allé le voir pas plus tard que vendredi dernier, 90 ans, et il parle comme vous et moi. C'est fascinant d'avoir un contact comme lui. Des gens comme Jean-Serge Lefort, Paul Schweller, Louis-Gilles Lapierre, Lucien Leblanc, Félix Maral-Hamel. Paul Schweller, pour le dire en un mot, c'est l'architecte derrière les écoles Charlebois qui n'existent plus. Les plus anciens vont s'en souvenir, mais surtout Garneau aussi, 1972. Les gens pensent que c'est un bunker, une prison juvénile. Pas du tout. C'était vraiment une expérience en architecture en 1972. Elle était très différente, cette école-là. Oh, très différente. Elle est encore là, là. Elle est encore là. C'est différent comme modèle. Absolument. Puis c'était encore, à l'époque, encore plus novateur. Le tapis était violet, c'était multicolore, c'était psychédélique, là. C'est les années 70, on essayait toutes sortes de choses. C'est super intéressant. Alors, à travers ta conférence, est-ce qu'on va aussi s'informer le pourquoi? Pourquoi on a décidé de faire ça comme en mauve dans cette école-là? Pourquoi une autre école, on a choisi de faire plusieurs étages, d'autres moins d'étages, des fenêtres? Les détails comme ça aussi? Tout à fait, parce que les architectes se répondent toujours d'une génération à l'autre. C'est-à-dire, la génération qui suit est toujours
veut toujours se distinguer de celle qui a précédé. Alors, cette architecture-là expressionniste, alors Garneau, Charlevoix, tout ça, répondait au fonctionnalisme des Jean-Serge Lefort. Jean-Serge Lefort, là, pour ceux qui le connaissent, c'est le pavillon Vanier à l'Université d'Ottawa, le pavillon Marion. Alors, très sobre, très simple, dénaturé de toute ornementation. Alors, chaque architecte se répond toujours d'une génération à l'autre, puis tente des nouvelles expériences. OK, ça va être tellement intéressant. Ça va être tellement intéressant. Alors, toi, ta conférence, ce sera le vendredi. Tout à fait. Après le dîner. Oui. C'est ça? À 14h. À 14h. Alors, si les gens s'inscrivent pour le déjeuner et le dîner, ils auront le temps de luncher, puis ensuite de s'informer au sujet de l'architecture. Oui, ils seront déjà sur place. Super intéressant. Merci beaucoup. J'ai bien compris, tu as dit que tu es rentrée en maternelle en 97, hein? Oui, fait que ça me rajeunit pas, mais... Oui, hein? On s'en reparle. Moi, j'avais 2 enfants en 97. On s'en reparle pas. Alors, allez voir muséoparc.ca pour trouver toutes les informations par rapport à cette conférence. Surtout, réservez vos places. C'est gratuit, mais si ça vous tente de participer au déjeuner ou au dîner, il y a un petit coût et ça permet au Muséoparc de s'assurer d'avoir le bon nombre de déjeuners et de dîners, ou on appelle ça le petit déjeuner et le déjeuner pour tous les gens qui visitent. On s'en va à la pause. À notre retour, on va commencer avec l'organisation. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ça va être tellement intéressant. Lorsque je me sens seul, et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures, t'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je me sais comment te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, quand c'est le printemps, on aime ça faire le ménage. On ouvre les fenêtres, il fait beau dehors, mais des fois, on ne sait pas trop par où commencer. Valérie Huard est l'experte. Organisation aujourd'hui, hein? Oui, ça fait une grande partie de mettre les choses en place dans notre maison quand on fait le gros ménage. Oui, une fois qu'on a fini notre désencombrement, il faut s'organiser. Donc, je commence avec la traditionnelle liste. Tu sais, partir avec un papier puis un crayon, puis faire le tour de la maison et noter c'est où les places que j'ai besoin de m'organiser. Une fois que j'ai fait ça, je m'assis et je divise ça en blocs. Ce que je veux dire, c'est si je veux organiser ma chambre. Mais dans ma chambre, je peux avoir mes bureaux, je peux avoir ma table de chevet, je peux avoir mon garde-robe. Donc, j'ai différentes sections que je vais diviser, que je vais faire mes objectifs avec ça. On avait parlé durant l'année des objectifs SMART. Oui. Donc, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes ou relevant en anglais, donc qui va avec nos valeurs et dans un temps précis. OK. Donc, quand on va prioriser nos objectifs, parce que c'est bien beau avoir une liste, mais là, il faut que je décide par où je commence. Qu'est-ce qui est le plus important, peut-être? Ce qui est le plus important, c'est des choses qui touchent notre sécurité, notre santé, notre sécurité. Parce que parfois, des gens ont des choses au milieu des corridors. Et puis, ça l'empêche de passer ou ont des livres dans les escaliers. Des choses comme ça, c'est les choses prioritaires à faire pour qu'on puisse bien circuler dans la maison. Une fois que la sécurité est faite, on peut regarder ce qu'on veut faire dans une semaine à un mois.
OK. Et après, ce qui est plus qu'un mois, ce qui peut attendre. Alors, on peut se donner du temps. Alors, même si on fait une liste, même si on se dit que c'est le temps de faire ça, ça n'a pas besoin d'être OK, c'est en fin de semaine, A à Z, tu comptes en compte, parce que là, on va être épuisé. Oui. Et puis, on ne saura pas par où commencer. Puis, OK. Exactement. Alors, on se donne du temps. J'aime ça. OK. Et puis, quand on commence, on prend un objectif, disons, j'arrange mon tiroir dans la cuisine. OK. Je prends celui-là parce que je veux vous expliquer c'est quoi un système. Je l'ai fait le mien récemment. Ah, il est tellement beau. OK, vas-y. Super. Donc, on veut rendre les choses attirantes et selon nos goûts. OK. Donc, on ne veut pas juste mettre des choses pour organiser puis qu'à la fin, on ait des boîtes partout ou des diviseurs partout puis que ça ait l'air... ça ne me tente pas de l'utiliser, là, tu sais. Donc, on veut rendre les choses attirantes. Et d'installer un système pour qu'il fonctionne. Un système qui fonctionne dans à peu près toutes les maisons, c'est le système de la fourchette. Je sais où trouver ma fourchette, je le prends dans le tiroir à ustensiles. Oui. Ma fourchette, je m'en sers pour manger. Oui. Après ça, elle s'en va au lave-vaisselle. Oui. Et elle repasse du lave-vaisselle au tiroir. Oui. Donc, habituellement, on ne trouve pas des fourchettes qui traînent partout dans les maisons. C'est vrai. Donc, ça, c'est à moins que tu vas dans la chambre de mes fils, là, mais en tout cas, ça, c'est... Mais habituellement, ça revient au tiroir éventuellement. Oui. Donc, c'est un système qui fonctionne. Tandis qu'un système qui ne fonctionne pas, c'est je rentre avec mon courrier puis je fais une pile sur le bout du comptoir. Et puis, ma pile s'accumule parce que le lendemain, j'ai d'autres circulaires, je les mets par-dessus. Et puis, les papiers d'école qui rentrent, je mets ça par-dessus. Et cette pile-là grossit. J'arrive pas à régler ma pile. Donc, ça, c'est un système qui ne fonctionne pas. OK. Donc, je devrais avoir près de cet endroit-là une chose pour trier mon courrier. Donc, ça peut être un peu comme on voit dans les cliniques médicales, dans quoi ils mettent les filières. Oui. C'est comme où tu peux les mettre debout, on dirait. Exactement. Là, comme ça. Okay. Donc, ça peut être d'installer un rack comme ça, où est-ce que je gère, mais ce qui est des factures à payer, c'est là. Ce qui est les choses d'école, c'est là. Et puis, il n'y a plus de piles sur le bout du comptoir. Et je mets directement au recyclage les circulaires et autres publicités qu'on reçoit qui ne nous touchent pas nécessairement. Donc, c'est d'installer des systèmes quand on s'organise. C'est vraiment quand on fait le tour pour notre liste, si je remarque que j'ai un sac d'école qui traîne toujours à la même moseuse de place, comment je peux faire un système où est-ce que le sac d'école va être dans ce coin-là puis que ça va être facile, qu'il n'aura plus l'air comme s'il traîne pas à sa place. Donc, ça peut être d'installer un crochet dans ce coin-là, ou est-ce que maintenant, le sac d'école, on l'accroche sur le crochet à cet endroit-là. Particulièrement dans l'entrée, souvent, là, on voit le sac d'école traîner par-dessus les souliers. Oui, les sacs à dos, puis les boîtes à lunch, puis tu sais, tout est... Exactement. Donc, si on a quelques crochets bien organisés, où est-ce que chaque personne arrive, met son sac, sa bourse, son sac d'école dessus, c'est organisé, c'est plus un objet de traînage. Bonne idée. On a tendance, malheureusement, à toujours ajouter des choses pour faire du rangement. Donc, on ajoute des bibliothèques, on ajoute des bacs en plastique. On ajoute... Mais à un moment donné, il faut commencer à réaliser qu'on s'encombre avec tout ce qu'on ajoute comme ça. Il faut penser à utiliser notre désencombrement, mais peut-être changer nos meubles. Donc, il y a certains divans que tu as des tiroirs en dessous dans lesquels tu peux ranger des DVD, par exemple. Il y a des poufs que tu enlèves le dessus du pouf, c'est un endroit de rangement. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui existent sur le marché. Et des fois, au lieu de toujours rajouter puis devenir un environnement plus lourd, on peut penser à changer complètement notre environnement. Attention quand on prend des bacs de plastique. C'est super pratique, des bacs de plastique, mais je vois souvent des tout petits objets dans des gros bacs de plastique. Puis là, il y a plein de petits objets. Ça vient que c'est tout mêlé puis qu'on ne sait plus comment s'en prendre. Donc, si c'est des petits objets, avoir des bacs de plastique qui sont séparés en petits compartiments. Ou sinon, prendre un bac de plastique qui est relatif à la taille des objets que je mets dedans. OK. Oui, parce que moi, j'ai un bac pour les batteries. Nous autres, on a des, avec les jeux électriques puis tout ce qu'on a, là. Mais c'est pas très long parce qu'une batterie, c'est pas gigantesque, là. Alors, tu sais, c'est plus petit. Puis c'est seulement les batteries qui vont dans ça, dans le tiroir. Alors, tu sais, ça s'éparpille pas un tout petit peu partout, là. C'est la bonne grandeur pour ce que je recherche. Exactement. Donc, comment on peut maximiser chaque espace? On peut installer des cabinets suspendus en hauteur. Parce que souvent dans les cuisines, tu sais, le dessus des cabinets, il y a un espace entre le plafond, puis ça devient toujours collant, sale, on accumule n'importe quoi là. Bien, pourquoi ne pas faire compléter nos cabinets en hauteur pour les objets qu'on utilise moins souvent, mais compléter ça. Utiliser l'espace derrière les portes. Je parle de portes de garde-robe, portes de chambre, on peut mettre des racks. On voit souvent au Dollarama, des sacs à souliers qu'on peut mettre plein de souliers ou de pantoufles dedans. On peut mettre nos foulards là-dedans, on peut mettre nos bijoux là-dedans, on peut mettre des bouteilles de shampoing dans la salle de bain, on peut mettre...
Il y a à peu près là... N'importe quoi? N'importe quoi qu'on peut classer comme ça. On peut installer des cloisons quand on a des doubles murs. Tu sais, qui rentrent à l'intérieur du mur, puis ça fait comme une petite bibliothèque, un peu comme nos pharmacies dans les salles de bain. Ça me fait penser, quand je parlais faire la liste, là, les choses de sécurité, bien, les médicaments, ça ne va pas dans une salle de bain où est-ce que c'est humide. Donc, sortir ça de là. Utiliser l'espace sous les escaliers. Oui. Ça, c'est très, très, très pratique. Des crochets dans l'entrée, on en a parlé. Des sacs qu'on enlève l'air avec la balayeuse. Particulièrement quand on change nos couvertures été-hiver ou nos manteaux été-hiver. C'est des gros sacs Ziploc en fait, Glad en fait. Tu branches la balayeuse, puis ça enlève toute l'air, ça rapetisse. Exactement. Ça prend beaucoup moins de place dans nos lingeries et ça conserve bien les choses parce qu'il n'y a aucune petite mythe ou bébite qui peut rentrer là-dedans. Génial. Donc, on sauve beaucoup d'espace. Et avoir un espace prédéfini pour les livres de bibliothèque, si on est des gens qui vont à la bibliothèque souvent. Parce que là, arrive le 3 semaines est échu, et puis là, où sont les livres de bibliothèque? On commence à course partout. C'est ça. J'adore les trucs et les astuces que tu nous donnes, puis j'aime qu'il faut commencer par une liste. Alors, on commence par une liste, on se fait un plan d'attaque, pas de panique, on a le droit d'avoir quelques jours. Oui. Quelques semaines, peut-être même un mois ou deux, dépendamment de comment grand est le travail à faire. Exactement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'ai déjà des idées en tête. Merci. Je sais exactement qu'est-ce que je vais attaquer en premier. Après la pause, je ne l'ai pas oublié de mentionner, abodehtstaging.ca pour tous les détails au sujet de Valérie Huard. Vous allez pouvoir trouver toutes sortes de trucs et astuces sur le site web aussi. Maintenant, après la pause, on va parler avec notre expert technologie, Donnie Lima. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de soleil où l'homme était reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. En ces temps du Molière, et moi je me fais mon cinéma, j'improvise Jason. Un soir d'écume, quel massacre, une soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Donnie Lima, quand ça vient temps de parler de technologie, il les a les informations. On est toujours content quand tu reviens nous visiter. Et puis, j'ai lu les choses auxquelles on va parler aujourd'hui. OK? Il y a tellement de choses que je ne connais pas. En premier plan, Vero. Un nouveau réseau social qu'on appelle Vero. V-E-R-O. Oui, Vero du latin vérité, veut dire vérité. En fait, en anglais, ils disent Vero de True Social Network, donc un réseau social qui est plus véridique. OK. Oui, parce que là, ça a l'air que ça veut rivaliser Facebook, ça? Facebook et surtout Instagram, parce que c'est le principe d'Instagram avec des photos, principalement des photos. Je peux quand même partager des liens, de la musique, des trucs comme ça, mais ça va être principalement des photos qu'on va partager. OK. Et la raison du nom, vérité, c'est parce qu'ils se disent plus connectés sur les autres personnes qui sont sur le même réseau social. Et ce qu'ils veulent faire, eux, en fait, moi, personnellement, ce qui m'intéresse beaucoup de ce réseau-là ou de cette application-là, c'est le fait que, premièrement, il n'y a pas de publicité. Ah, bingo! Juste là, ça me tente de le mettre sur mon téléphone. Deuxième chose, c'est que tout est en ordre chronologique.
Parce qu'on sait maintenant que les Facebook, puis donc ça, c'est un petit visuel de quoi ça a l'air. Donc les Facebook, les Twitter, les Instagram, tout ça, c'est pas en ordre chronologique. C'est des algorithmes qui disent, bon, ben je pense que tu veux voir cette publication-là. Eux, ils devinent ce qui m'intéresse. Exactement. Mais moi, personnellement, des fois, je veux savoir en ordre qu'est-ce qui se passe. T'sais? Fait que c'est ce qu'ils offrent, eux. Puis ce qui est intéressant, bon, ben on va se dire, ben il n'y a pas de publicité, comment ils font de l'argent? Mais pour l'instant, c'est gratuit. Donc, eux, ce qu'ils ont dit à l'origine, c'était le premier million d'abonnés, c'était gratuit. Maintenant, ils sont rendus à 3 millions d'abonnés, c'est toujours gratuit. Je vais aller voir ça aujourd'hui. Comment c'est qu'on ne connaît pas ça, ces choses-là? Bien, en fait, ça a commencé à être connu au début de l'année. C'est là qu'on a commencé, on a vu c'est pour ça qu'on en parle un petit peu, c'est qu'au début, ils avaient peut-être quelques dizaines de milliers d'abonnés. Puis ils sont rendus à 3 millions en l'espace de quelques mois. Fait qu'ils commencent à avoir un engouement. Par contre, l'autre côté de la médaille, c'est qu'il y a eu un petit problème, un petit hic. Au début, dans les termes d'utilisation, les contenus qu'on mettait sur le réseau à eux, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Fait que ça a fait quelqu'un a vu ça. Ouais, quelqu'un a vu ça dans les termes et conditions. Ouais. Là, ils ont ajusté ça. Donc, ils peuvent quand même le partager, mais le contenu, maintenant, nous appartient. Fait que c'est pour ça que ça a fait les nouvelles un petit peu il n'y a pas très longtemps. L'autre défi qu'ils ont, c'est le même défi, en fait, que Google Plus a eu. Parce que Google, qui est énorme, ont sorti leur application Google Plus il y a quelques années. Ça n'a pas vraiment marché. Puis le problème, puis moi, je le vis présentement, c'est que je vais sur Vero, mais j'ai une personne qui est sur les réseaux. Donc, il n'y a pas assez de monde encore. Il n'y a pas assez de monde encore et le monde sont très attachés à leur plateforme, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter ou Instagram. Le monde sont très attachés là. Ils ont de la misère à aller migrer vers d'autres applications. Mais c'est intéressant à voir qu'est-ce qui va venir de cette application-là. Moi, j'aime beaucoup l'interface. Très simple, très facile à utiliser. Mais je vais aller regarder ça. C'est intéressant au bout de ça. OK, là... Je peux même pas croire qu'on parle de cet homme, mais il faut le faire. On va le faire. Le fameux président à l'autre bord de la rivière. Oui. La frontière même. Ça a l'air qu'il y a 2 téléphones. Il y a 2 iPhones, lui, hein? Oui. Donc, ça me surprend qu'il n'y en a pas plus. Bien, ils disent qu'il y en a au moins 2. Donc, ça se peut qu'il y en ait plus. Oh, oui. Donc, qu'est-ce qui arrive avec on en parle dans le domaine de la technologie aussi. Comme on sait, le président Trump est un grand adepte de Twitter. Oui, sauf qu'il pourrait avoir des crises sans faute d'autographe. Non. Puis il tweet n'importe quoi. Oui, puis en une lettre majuscule, il est toujours l'air fâché. Oui, mais il va peut-être trouver une excuse pour ça. La raison, c'est que en tant que président des États-Unis, à la Maison-Blanche, normalement, les appareils qu'on utilise, les appareils téléphones intelligents, on doit les soumettre à l'équipe de sécurité de la Maison-Blanche qui, eux, les vérifie périodiquement. Oui. Donc, Donald Trump, il y en a un pour ses appels vocaux seulement, donc juste pour les téléphones, puis il y en a un pour son Twitter et ses applications de nouvelles. Fait qu'il utilise ces deux-là. Celui avec le vocal, il n'y a pas de problème. À tous les mois, il les remet, il vérifie s'il n'y a pas eu de tentative de piratage ou des trucs comme ça. Et il n'y a pas de problème, il remet. Mais celui de Twitter, il y a de la misère à le donner pour le faire vérifier. Parce qu'il sait que s'il le donne, la personne va le pitcher dans le lac à côté. Ça, ou il va avoir l'excuse de dire « Ah, ben voyez-vous, je me suis fait pirater, c'est pas moi qui ai écrit ces tweets-là. » C'est ça. Mais c'est intéressant de comparer, si on regarde en 2004, quand Obama a entré en fonction, c'était les BlackBerry qui étaient la fureur. Et Obama, il a fallu qu'il y ait un BlackBerry spécial, parce qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de GPS sur ce BlackBerry-là. C'était un BlackBerry juste pour écrire des courriels bien ordinaires. Et si on regarde maintenant, quelques années plus tard, la différence, où est-ce que... Oui, mais il capotait, là, lui, Trump, au début, il a dit « Regarde, la Hillary avec son téléphone, blabla, mais il fait la même chose. » Il s'est pas vécu. Il pourrait se faire pirater facilement. En tout cas. Ah, mais c'était cet homme-là. OK. Maintenant, autoroute à énergie solaire en Chine. Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, donc c'est en Chine, dans la ville, je vais le lire parce que je suis sûr de le prononcer comme il faut, Jinan ou Chinan, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais dans cette ville-là, en fait, prochainement, ils vont lancer une autoroute sur laquelle, en fait, la surface de l'autoroute, au lieu d'être en béton, ça va être une espèce de béton translucide. Et il y a des panneaux solaires en dessous qui vont accumuler de l'énergie, comme n'importe quel panneau solaire. Et c'est un tronçon de 1 km. Et sur ce tronçon-là, avec ces panneaux-là, ils vont être capables d'illuminer jusqu'à 800 maisons.
avec l'électricité qui va être prise de cette autoroute-là. Fait que ça, c'est la première étape. Donc, c'est un test qu'ils sont en train de faire. Puis ça marche à cause des voitures passent ou ça marche à cause du soleil? Non, c'est juste que c'est une surface qui est utilisée. Tant qu'à utiliser une surface, mettre du béton puis que ça fait rien, c'est juste du béton. Mais là, tu utilises, au lieu de mettre à côté, surtout en Chine puis en Asie, là, il y a beaucoup de restrictions au niveau des espaces. Fait qu'au lieu de faire un champ avec des panneaux solaires, bien, on a des routes partout. Bien, pourquoi pas utiliser nos routes comme panneaux solaires? C'est ça le premier principe. Deuxième principe qui est intéressant, qui regarde à faire d'ici 2030, on sait maintenant qu'on a des chargeurs sans fil, comme pour les téléphones, mais eux misent beaucoup sur ça parce que d'ici 2030, ils prévoient qu'il va y avoir beaucoup de voitures autonomes, donc des voitures qui se conduisent tout seules ou des transports en commun autonomes, et ils pourraient utiliser ces autoroutes-là, panneaux solaires, pour deux raisons. Premièrement, ils pourraient avoir une façon de charger les véhicules au fur et à mesure où ils passent dessus. Et ce qui pourrait être intéressant, étant donné qu'il y a de la technologie dans ce béton translucide-là, bien, ça pourrait sécuriser les véhicules autonomes en mettant sur des senseurs ou des trucs pour guider ces véhicules-là, comme on pourrait prendre transport en commun, des trucs comme ça. Ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant. Qui serait très bien. Génial, les gens avec leurs idées. J'adore. OK. Je te garde avec moi. Oui. On va prendre une petite pause. On a encore plein de choses à discuter. C'est bon? Excellent. OK. Alors, restez avec moi. Donnie reste ici aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de où le bitume reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. Y'a mes potes du coin en citant du Molière. Et moi je me fais mon cinéma, j'improvise Jason. Un soir d'écume, quel massacre. Une soir de trêve dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Donnie Liman, notre expert techno, toujours avec nous. On parlait des autoroutes à énergie solaire qui s'en viennent en Chine. Puis là, tu disais là, que c'est magique pour la neige. Oui, parce qu'il y a des capteurs, en fait, qui peuvent faire fondre la neige, donc pas besoin de déneigement. Fait que c'est plusieurs avantages. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà fait des tests en France et à Amsterdam. Concept similaire, sauf que c'était pour des voies cyclables ou des petites routes. Là, c'est vraiment la première fois, c'est une autoroute. C'est une vraie autoroute où il y a des camions qui vont passer. Fait que ça va être intéressant de voir les résultats. Ce qui pourrait s'en venir, j'aime ça. En parlant de choses qui s'en viennent, on sait toujours que durant l'été, Apple commence toujours à nous donner des petits indices de ce qui s'en vient parce qu'ils lancent toujours à l'automne, hein, leur nouveau téléphone. Ben en fait, c'est ça, les téléphones, c'est toujours à l'automne qui vont être lancés généralement au mois de septembre. Okay. Puis il y a une conférence qui a lieu au mois de septembre en général pour annoncer les téléphones. Okay. Mais ce qui s'en vient présentement, c'est le WWDC. Ça a l'air d'une affaire de lutte, mais c'est pas ça. C'est le Worldwide Developer Conference, donc la conférence des développeurs. Donc toutes les personnes qui développent des applications, du contenu, des logiciels pour Apple, à chaque année, donc cette année, c'est entre le 4 et 6 juin en Californie, ça va avoir lieu. Et déjà des rumeurs, la machine à rumeurs a déjà commencé à partir par rapport à ça. Étant donné qu'ils ne vont pas vraiment parler de téléphone, ils vont surtout parler de logiciels, de nouvelles fonctions qui s'en viennent. Mais des fois, les fonctions ou les logiciels qu'ils développent nous donnent des indices sur
qu'est-ce qui s'en vient en termes sur les appareils ou de nouveautés en tant que tel. Donc, première chose, iPad Pro. Donc, l'iPad Pro, ça fait déjà plusieurs années qu'il existe, mais les rumeurs nous indiquent que peut-être, ce qui risque d'arriver avec l'iPad Pro, c'est qu'il va avoir un lifting, un petit peu, on va le rajeunir, et on va peut-être imiter le iPhone X. Donc, on va éliminer la bordure autour du iPad et au lieu d'avoir le bouton pour déverrouiller, ça va être la fameuse caméra pour déverrouiller. Mais les gens à qui je pense sont pas sûrs qu'ils aiment ça. Bien, moi, je l'ai, ça fait depuis décembre l'année passée que je l'ai. Ça prend quelques semaines à s'habituer. Mais une fois qu'on est habitué, honnêtement, personnellement, moi, je trouve que ça va bien. Fait que tu le mets devant toi, puis ça se déverrouille. Une seconde, là. Une seconde, c'est très, très rapide, ça se déverrouille. Ça marche pas tout le temps parce que... Mais tu sais, moi, là, comme entre nous, là, j'ai l'air de ça, là. Mais le matin, là, à 4h20, là, quand mon alarme sonne, puis je vais m'assurer que mon client est prêt, là, tu sais, je me ressemble plus, là. Non, en fait, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, quand j'ai acheté mon téléphone, puis j'ai fait le test avec le visage, j'avais pas de barbe. Puis là, je me suis laissé pousser la barbe, puis ça marche parce que ça mesure, en fait, les profondeurs dans ton visage. Donc, c'est ça que ça mesure. La seule chose que ça marche pas très bien, c'est quand tu portes des lunettes de soleil. Fait que si tu portes des lunettes de soleil... parce que là, tes points sont exactement. Cachés fait que là, des fois, quand il le reconnaîtra pas. Mais en général, là, moi, je trouve que ça va très bien. OK, alors, on revient. Alors, il pense enlever la bordure. La bordure et enlever le Touch ID puis ajouter le FaceTime là, pour déverrouiller l'iPad. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième rumeur, ça serait un deuxième iPhone. Pas sûr comment on l'appellerait parce que ce ne serait pas un lancement, mais ce serait peut-être plus une mise à jour ou une version économique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Du 10. Oui, parce que le 10 est exorbitant. Exactement. Donc, ce qu'ils pensent peut-être qu'il va arriver, soit ils vont sortir une version plus cheap, là, plus simplifiée, peut-être qu'il n'y aura pas le Face ID. Il avait fait ça avec le 5. Oui, exactement. 5 ou 5C, 5S. Il a fait le 5C, puis ils ont fait le 5SE. Oui, quelque chose comme ça. Là. Fait que peut-être on s'attend à quelque chose comme ça, ou... S'ils ne vont pas dans cette direction-là, ils vont peut-être aller avec un iPhone 10 toujours, qui va être dans la même gamme de prix, mais avec plus de fonctions. Fait que c'est pas un lancement d'appareil, mais on va rajouter quelque chose dessus. C'est toujours des rumeurs, là, ça reste à confirmer. L'autre chose qui serait intéressante, que moi personnellement j'attends, je ne sais pas si je vais l'acheter parce que c'est cher, mais c'est le fameux Air Power. Qu'est-ce que c'est que le Air Power? C'est une espèce de petite surface, une tablette, où est-ce que je vais pouvoir déposer mon téléphone, je vais pouvoir déposer ma montre et mes écouteurs AirPods et ça va charger sans fil. Donc, je n'ai pas besoin de brancher des fils tout le temps. Je fais simplement déposer dessus et ça peut charger... Je pensais que ça existait déjà, Ça existe déjà. Sauf que celui d'Apple, la particularité, c'est que je peux charger mes 3 appareils en même temps. Donc, la plupart, c'est 1, peut-être 2 appareils, mais ça ne fait pas toujours la montre, il y en a que ça fait juste le téléphone. Ceux-là vont faire les 3 appareils en même temps. Mais Apple se font critiquer un petit peu là-dessus parce que ça fait presque 1 an qu'ils ont annoncé ça. Et ils ne l'ont pas encore sorti. Donc, on s'attend peut-être... peut-être pas encore parfait, là. Tu sais, les autres, ça se peut. Apple, en tout cas, rares sont les fois qu'ils lancent quelque chose qui n'est pas parfait. Oui, c'est possible. Donc, on s'attend à avoir des nouvelles là-dessus, savoir si ça va être disponible bientôt, combien ça va coûter. Donc, ça, c'est les rumeurs du côté de la conférence d'Apple. Oui, puisque les fameux fils, là, à chaque année, comme ça dure 1 an à peu près. Oh, oui, ça se magane vite. Oui, ça se magane vite, ces fils-là. Bon, OK. Bon, alors tout ça, maintenant, Alter Ego. Alter Ego, donc le MIT, le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, ont créé un prototype. Donc, un prototype de technologie prête à porter, c'est le terme officiel en français, ce qu'on appelle du wearable technology, donc comme les montres intelligentes, les Fitbit, tous les appareils qu'on va mettre sur nous pour prendre des mesures ou interagir avec la technologie. Ça, on va appeler ça du prêt à porter technologique. Donc, eux, ils ont inventé une espèce de petit appareil qu'on va mettre sur le côté du visage et il va lire nos pensées, cet appareil-là. Lire nos pensées. Donc, plus précisément, ce que cet appareil-là va faire, c'est que lorsqu'on réfléchit à un mot spécifique dans notre tête, notre cerveau émet une onde cérébrale, donc un brainwave. Et cet appareil-là est capable de lire cette onde-là sans qu'on ait à parler, juste en ayant à penser à cette onde-là, et il va pouvoir interagir avec d'autres appareils dans notre environnement. Et il va même pouvoir nous donner des commandes vocales que seulement nous, on va entendre. Donc, un exemple, tu pourrais écouter la télévision, puis changer de chaîne ou naviguer ton Apple TV sans télécommande, juste en disant... Et sans parler. Sans parler. Donc, tu fais juste penser aux mots en haut, en bas, à droite, juste en pensant à ces mots-là.
ça va naviguer dans ton menu. Mais là, il faut-tu que j'entraîne la bébelle? Comme, je peux pas imaginer que je la mets puis elle sait qui je suis tout de suite puis qu'elle connaît. Tu sais, comme est-ce qu'il faut que je fasse, OK, exercice numéro 1 en haut. Je vais penser en haut pour qu'elle enregistre. Comme, en fait, c'est une super bonne question. Pour l'instant, l'appareil est seulement capable de mémoriser 100 mots. Okay? Donc, on a une centaine de mots qui est capable de reconnaître l'onde cérébrale et va réagir selon les commandes qu'on va donner à ces mots-là. Autre chose qu'on peut faire aussi, exemple, je veux faire un calcul mental rapide, mais je pourrais demander à l'appareil de le faire pour moi, ce calcul-là. Donc, je pourrais dire 252 divisé par 33. Puis, je vais le penser, je ne vais pas le dire, je vais le penser et lui va me donner vocalement. Tu ferais-tu confiance? Imagine, tu mets un tip sur la table, tu dis OK, 10 de 57 et puis elle dit une pièce. Oui. Il faut que tu y fasses confiance. Oui, il faut que tu y fasses confiance. C'est exactement ça qu'on voit ici, là. Donc, c'est un petit truc qu'on a sur le côté de l'appareil ici en avant. Évidemment, c'est un prototype et je vais pouvoir déplacer mes menus. Je vais pouvoir dire des commandes comme sélectionner, actionner, puis ça va faire les commandes pour moi. Je peux demander l'heure, comme dans ce qu'on voit ici, puis la voix va me donner l'heure. Ce qui est intéressant aussi, c'est... Attends. Oui. On va en parler tout de suite après la pause. Parfait. Je vais aller à la pause, puis j'en reviens juste pas qu'on va pouvoir faire ça. Là, ça sera pas bien long. OK, restez avec nous. On revient immédiatement après la pause. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Ça, c'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Est-ce que les entreprises franchisées ont leur place sur les campus universitaires? Et donc, devrions-nous les bannir? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Retour entre nous, incroyable. On parlait juste avant la pause avec Donny Lima au sujet de la technologie prête à porter, si on veut. On peut voir un peu sur l'image. Puis tu allais dire ce qui est intéressant et... Donc, ce qui s'en vient, qu'on pourrait développer éventuellement avec ça, on pourrait utiliser ça dans des environnements très bruyants, comme des porte-avions militaires, des sites de construction. On pourrait utiliser ça pour les personnes qui ont des handicaps au niveau de la communication. Du langage. Wow. Donc, on pourrait communiquer par la pensée au lieu d'utiliser leurs lèvres, leur bouche. On peut pouvoir aussi utiliser ça dans des stratégies militaires, des stratégies de police pour communiquer sans qu'on entende. Ça, c'est des choses qui... Mais comment proche on est de ça, là, tu penses? Ça, ben, le prototype existe. Donc, quand il y a un prototype, en général, quelques années après ça, là, ça s'en vient. Là. Fait que dans la prochaine décennie... Mais on doit faire un paquet de tests, pareil comme on a fait avec les voitures sans conducteur. Autonome, voitures autonomes, mais il faut faire des tests pour s'assurer que tout est sécuritaire. Là. Absolument. Oui, mais c'est proche, c'est pas loin. C'est tellement dans la prochaine décennie, là, ça va être disponible, convaincu. Là, au lieu que Trump écrit, mais il faut juste penser son tweet, ça va être pire. Je sais pas. Peut-être que la machine ne fera pas lire son dialogue, c'est tout mêlé. C'est tout mêlé là. Peut-être elle va le corriger. Ouais. Ça va être plus intelligent ce qui va sortir. Merci beaucoup, Donny. Super intéressant. OK, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. On parle du Théâtre La Catapulte et des Archives Canada. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être une meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Regardez TV Rogers, Ottawa.